Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue. Dans cette émission, je vais vous parler d'un homme, Charles Netter, un homme d'affaires du milieu du 19e siècle, les Strasbourgeois. Il pensait que les Juifs d'Europe étaient des privilégiés en comparaison de ceux installés en Orient. Pour lui, l'accès à la culture, à l'éducation était une condition nécessaire à l'émancipation. Du Maroc à la Turquie, de la Palestine à la Bulgarie, il fallait selon lui endiguer la misère et lutter contre l'antisémitisme par le biais de la lecture et de l'écriture. Charles Netter, sioniste convaincu, a laissé son empreinte dans de nombreux pays et aidé des milliers de réfugiés juifs. Dans cette émission, nous parlerons de l'Alliance israélite, fondée en 1860 à Paris par 17 juifs français, dont Netter. L'Alliance israélite universelle a constitué un réseau scolaire sans pareil dans le monde juif méditerranéen, balkanique et proche-oriental, une entreprise éducative qui a révolutionné le monde et marqué la francophonie. Et puis vous avez sans doute déjà entendu parler du décret Crémieux. La France s'engageait alors à donner la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Son auteur, Adolphe Crémieux, juriste, homme d'État, il était une figure de proue du judaïsme émancipé. Aujourd'hui, je vous propose le portrait de cet homme cultivé, amateur d'art, de musique et de littérature. Enfin, je vous amène à Mikvé Israël, créée en 1870. C'est la première école d'agriculture fondée en Palestine. Cette école se fixe une mission, enseigner aux enfants le travail de la terre. Beaucoup d'historiens considèrent que la fondation de cette école marque une étape essentielle dans le retour des Juifs en terre d'Israël. Visite guidée aujourd'hui. Première organisation juive internationale, l'Alliance israélite universelle, qui revendique l'héritage de la Révolution française en matière d'émancipation des populations juives. Elle s'attache notamment à la défense des droits des Juifs dans tout le pays. Son attachement à l'éducation est poussé, comme vous allez le voir. Il y a quelques jours, cette institution a fêté ses 160 ans d'existence, comme vous l'explique tout de suite Lise Velkemoun. Regardez. 10 février 2020, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, se tient une soirée de gala. L'Alliance israélite universelle souffle ses 160 bougies. 160 ans d'éducation, de promotion de la langue et de la culture française, de défense des droits de l'homme et de dialogue interreligieux. Aujourd'hui, l'Alliance a pour principe de développer un élitisme pour tous. C'est transmettre une connaissance, une éducation, enseigner un judaïsme pluriel, rayonnant et lumineux, adossé à une culture générale qui permet d'être les meilleurs dans ce que l'on choisit. En 1860, les pionniers visionnaires de l'Alliance placent l'éducation sur un piédestal. Elle représente, selon eux, le socle du peuple juif pour le sortir de sa situation miséreuse, que ce soit dans les Balkans ou en Afrique du Nord. Hommes d'affaires, avocats, rabbins ou poètes, les fondateurs de l'Alliance sont profondément marqués par plusieurs événements antisémites avant même la Seconde Guerre mondiale. En 1943, le général de Gaulle attribue la présidence provisoire de l'Alliance à René Cassin, homme politique célèbre et prix Nobel de la paix. Il en restera président jusqu'en 1976. 2 ans plus tard, c'est au tour du philosophe Emmanuel Lévinas de devenir directeur de la plus grande école de l'Alliance, l'ENIO, l'École normale israélite orientale, à Paris. Il le restera pendant 35 ans et influencera à la fois des générations d'élèves et de nombreux programmes des écoles. Aujourd'hui, la Fondation ENIO exerce ses missions au travers de 3 établissements, le collège-lycée Georges Leven, l'école Gustave Leven et le centre Edmond Safra, qui accueille notamment l'Institut Lévinas et la section normale d'études juives. Depuis 2011, l'homme d'affaires et philanthrope Marc Eisenberg, fils du rabbin Josie Eisenberg, est devenu le 14e président de l'Alliance. Il a toujours à cœur de développer ses écoles, mais aussi de lutter contre l'antisémitisme et de resserrer les liens entre Israël et la diaspora. Il a souvent été appelé le 7e fondateur de l'Alliance israélite universelle, même s'il a toujours refusé ce titre. Je veux parler d'Adolphe Crémieux. Ce Nîmois a passé sa vie à défendre la population juive. Homme politique de premier plan, brillant orateur, avocat, il a été un fervent défenseur des libertés fondamentales, finalement encore toute fraîche à l'époque. Liberté, égalité, fraternité. Retour sur sa biographie avec Loïc Stecher. Isaac Jacob Adolphe Crémieux, l'homme politique, le brillant avocat, est né à Nîmes en 1796. Alors qu'il n'a que 28 ans, il se place parmi les avocats les plus réputés de la Restauration. De sa ville natale jusqu'à Paris en passant par Marseille, son aura grandit. Nommé membre laïque du Collège des notables israélites à Marseille à seulement 32 ans, il décide de plaider à Paris la même année.
Adolphe Crémieux utilise alors son talent oratoire pour défendre les libertés fondamentales. Il est nommé ministre de la Justice en 1848 sous la Deuxième puis sous la Troisième République. Croyant mais non pratiquant, Crémieux revendique la liberté religieuse. À la fois franc-maçon et président du consistoire central des Israélites de France, ce républicain convaincu cherche à concilier tradition juive et principes de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Il joue un rôle fondamental dans la création de l'Alliance mais refuse d'apparaître parmi ses fondateurs à la suite de la conversion au catholicisme de sa femme et de ses enfants. Pourtant, il prend la présidence de l'Alliance à 2 reprises et jusqu'à sa mort en 1880. Adolphe Crémieux fréquente le tout Paris. Son fait d'armes reste son décret, qui porte son nom, accordant en 1870 la nationalité française aux 35 000 juifs d'Algérie. Paris, Nîmes et plusieurs municipalités en Israël ont honoré son nom à travers plusieurs plaques de rue. 8 écoles en Europe, principalement en France, une autre à Montréal, 7 en Israël, 4 au Maroc, à Casablanca. Depuis l'ouverture de la première classe de l'Alliance israélite universelle, son succès ne s'est jamais démenti au Maroc. Comme vous allez le constater, l'histoire qui lie l'Alliance israélite universelle et le Maroc est bicentenaire, comme vous l'explique tout de suite Anna Papiachvili. 1862 ou la première rentrée pour une école de l'Alliance installée au Maroc. 2 ans après sa fondation, l'Alliance israélite universelle ouvre une école à Tétouan. Puis ce sera Tunis en 1878, Damas, Bagdad et même Téhéran en 1898. L'Alliance essaime dans l'Empire ottoman, en Bulgarie ainsi qu'en Afrique du Nord. Après la Première Guerre mondiale, ces écoles qui enseignent la civilisation française rencontrent des difficultés à cause du nationalisme grandissant. Elles fermeront petit à petit. En revanche, l'influence de l'Alliance augmente au Maghreb et notamment au Maroc. Avant la Seconde Guerre mondiale, les écoles de l'Alliance accueillent quelques 20 000 enfants juifs marocains. Dans les années 40 et 50, l'expansion continue, notamment dans les petits villages marocains. Mais en 1956, avec l'indépendance du Maroc, l'Alliance israélite universelle prend le nom d'Ittihad et ferme petit à petit ses écoles avant même de quitter la quasi-totalité des pays musulmans nouvellement indépendants, sauf le Maroc, où les bons rapports de la communauté juive avec la famille royale permettent de continuer le travail éducatif. Le caractère démocratique de l'association a toujours retenu l'Alliance de créer des écoles distinctes pour les riches et les pauvres. Au contraire, au Maroc notamment, elle a largement contribué à élever le niveau d'éducation dans la société marocaine, tout en veillant à la transmission des valeurs traditionnelles du judaïsme. Aujourd'hui, l'Alliance gère 4 écoles à Casablanca où sont scolarisés 640 enfants, dont 345 musulmans et 295 juifs. Certains sont devenus célèbres, à l'instar de Gad Elmaleh, élève de l'Alliance au Maroc ainsi qu'au Canada. Mais il ne faut pas se leurrer. L'âge d'or du judaïsme au Maroc est bien fini. Il ne reste plus qu'environ 2200 juifs dans le pays, dont la très grande majorité à Casablanca. Comme promis, je vous amène dans une institution israélienne créée par Charles Netter, Mikvé Israël, qui fête ses 150 ans. Cette année, en 2020, David Ben Gourion a même dit de cette école qu'elle fut le véritable acte de naissance de l'État d'Israël. Un collège et un lycée devenu parfois un passage obligé pour les jeunes Israéliens, mais aussi pour les Français et les expatriés. Loïc Stecher est parti au sud de Tel Aviv, à Holon, à la rencontre des élèves et des proviseurs dans la bonne ambiance. Regardez ce reportage. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Mikvé Israël. Un écrin, que dis-je, un poumon de verdure situé à quelques minutes seulement de la frénésie de Tel Aviv. C'est surtout un lieu historique fondé en 1870 par Charles Netter. C'est surtout la première école d'agriculture fondée ici en Eretz Israël. Aujourd'hui, collège, lycée, mais également école primaire, jardin botanique, ferme ou encore synagogue. Suivez-moi pour la visite guidée. Regroupant des milliers d'espaces d'arbres venus du monde entier, des centaines d'oiseaux, vous êtes ici dans le jardin botanique de Mikvé Israël. Au total, ce campus s'étend sur 300 hectares, à côté de Holon, au sud de Tel Aviv. Chaque année, près de 1500 élèves du primaire au lycée y évoluent et bénéficient des programmes scolaires innovants en hébreu, mais aussi en français. Alors qu'il vient de fonder quelques années plus tôt avec ses associés l'Alliance israélite universelle, Charles Netter n'a qu'un seul but, enseigner aux enfants juifs le travail de la terre et ainsi améliorer la situation des juifs installés en Eretz Israël.
C'est au niveau de cette grotte qu'il donne lui-même la classe aux premiers élèves. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici à Mikvé Israël, c'est qu'il existe plusieurs types d'écoles. Si la première est tournée vers l'agriculture, la deuxième est orientée vers les langues, les relations internationales, et la troisième, quant à elle, est religieuse, d'où la présence de cette synagogue. Notre établissement est un lycée religieux sur le modèle de l'école juive française. C'est-à-dire avec tout ce qu'il faut au niveau des instructions officielles, on applique tous les programmes académiques et on rajoute à cela un enseignement religieux. Ce qui fait qu'on s'adresse plus à des familles traditionnalistes, des familles qui viennent aussi pour la majorité d'entre elles, depuis la France, d'établissements religieux parisiens mais aussi de province, et qui cherchent à exactement les mêmes repères éducatifs et pédagogiques, et donc ils se retrouvent plus facilement dans cet établissement. C'est à ce titre que ce collège-lycée porte aujourd'hui le nom de Maïmonide, à l'image de l'établissement éponyme de Boulogne-Billancourt. Les deux écoles sont d'ailleurs partenaires. Un programme d'intégration à la société israélienne a été mis en place, passant par des visites rattachées à l'enseignement religieux, universitaire, à l'armée, aux start-up ou encore à des actions de volontariat. Nos élèves de l'internat, très régulièrement, rendent visite à des rescapés de la Shoah, qui sont tout à côté de l'établissement. C'est aussi une réalité de la société israélienne. Et puis des choses beaucoup plus réjouissantes, des vrais voyages scolaires pour découvrir le pays, des marches dans les forêts, le long des ruisseaux. Ruth Ben-Smiran est quant à elle proviseure au lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi, un établissement né en 2007 de la volonté des deux États, France et Israël, de créer un endroit pédagogique où puissent se rencontrer les enfants des deux pays. Apprendre à se connaître et surtout apprendre la culture de l'autre, tel est le leitmotiv de l'école de la 5e à la terminale. Il y a plus de 15 nationalités différentes qui sont passées dans cette école et qui passent dans cette école. Nous avons des élèves qui font leur alia, donc qui immigrent en Israël avec leur famille ou sans leur famille. À ce moment-là, ils sont en internat. Nous avons des expatriés qui viennent ici entre 2 et 5 ans, 2, 3, 4, 5 ans maximum, et des diplomates. Au début, on a une espèce de foisonnement de langues qui est absolument génial, parce que vous allez entendre des enfants qui vont parler en anglais parce qu'ils n'ont pas vraiment encore le français, pas encore vraiment l'hébreu. Donc après, ça va aller plutôt vers un franc-breu, quelques mots en hébreu, quelques mots en français. Et puis petit à petit, les langues se stabilisent et on leur ajoute une autre langue en classe de 4e. Nous avons, depuis que nous avons présenté la première année, ça veut dire presque 8 ans, 100% de réussite au bac et 100% de réussite au bac route, avec des mentions. Le lycée franco-israélien de Mikvé Israël propose la spécialité des relations internationales et de la diplomatie. Un choix de parcours qui se traduit également chez les élèves. J'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux. J'ai 12 ans, je suis en classe de 5e dans le système français, la section française. Je parle le français, l'anglais et l'hébreu. Ça fait 7 ans que j'ai fait mon alia en Israël. Moi, j'aimerais être députée à la Knesset en Israël. Donc, je suis en filière française en seconde, j'ai 16 ans. Je parle l'allemand, le français, l'anglais, un petit peu d'hébreu. Et puis, je viens de Paris. Voilà. Moi, j'aimerais bien être ambassadeur, donc dans la diplomatie. Il y a beaucoup de diversité ici. Il y a des gens de tout le monde et c'est très rafraîchissant par rapport aux autres écoles en Israël. Parce que c'est pas mon premier lycée. J'ai fait quelques années dans une école israélienne et c'était pas très bien. Je trouve qu'il y a un choix plus divers de matières ici qu'autre part. Reconnu comme un centre éducatif majeur dans la région, les activités agricoles de Mikvé Israël se poursuivent toujours aujourd'hui. On y produit du lait évidemment, mais aussi des céréales, des oranges, des avocats. Le Kfar, le village, était autrefois un centre de recherche très réputé. On en parle tout de suite avec un ancien élève de l'école. Il s'appelle Yehuda Rakim. J'ai étudié ici en 1968. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur de l'école d'agriculture. Nous avons une grande entreprise par rapport aux autres écoles d'agriculture. Nous avons 8 secteurs agricoles, comme une laiterie, un poulailler, une écurie, des champs, des vignes, des serres. Nous avons une centaine d'élèves. Ils sont obligés de travailler 4 à 5 heures par semaine dans la production. Traire les vaches, collecter les œufs, travailler les champs, s'occuper des avocats dans les vergers. Au cours des 4 dernières années, nous avons planté 4 dunams de vignes et avons développé un département de viticulture et d'œnologie.
Nous avons un autre département très demandé aujourd'hui, l'équithérapie. Une médecine alternative pour les jeunes handicapés ou qui ont des problèmes de communication et suivent ainsi un traitement avec des animaux. Avec une production dépassant 1 million de litres de lait par an, plus d'1 300 000 œufs, la ferme de Mikvé Israël est bien plus qu'une simple école, une véritable entreprise. Une autre de ses spécialités est sa cave à vin. Cette dernière est aujourd'hui fermée au public jusqu'aux futurs travaux qui vont permettre de renforcer tant les toitures que les fondations. Par le passé, elle a servi de refuge à la Haganah. Pendant la guerre d'indépendance d'Israël, l'armée y fabriquait des armes, et notamment la Davidka, dont le modèle original a été conservé dans ce petit musée. Ce mortier a été utilisé pour libérer Jérusalem. Riche d'une histoire plus que séculaire et preuve de sa réussite, Mikvé Israël fête ses 150 ans en 2020. Par le passé, d'illustres personnages ont visité les lieux, de Théodore Herzl et l'empereur Guillaume II représentés par cette statue, à David Ben Gourion ou encore Golda Meir. Moshe Levin, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, Charles Netter, un point commun avec vous? Oui, effectivement, il est né à Strasbourg, comme moi. C'est bien parce que c'est un département concordataire, donc toutes les religions ont leur place. Oui. Et c'est intéressant parce qu'il y a des professeurs, d'ailleurs, des rabbins, des pasteurs, des imams, des prêtres qui vont dans les écoles parler religion aux enfants. Oui, alors justement ces juifs strasbourgeois qui ont un rôle prédominant auprès des juifs d'Orient, notamment après cette affaire de Damas, ils pensaient qu'il fallait sortir de la condition misérable des juifs d'Orient par le biais de l'éducation et de la culture. Alors aujourd'hui, lorsque l'on est parent et qu'on veut inscrire nos enfants à l'école, on hésite. Choisissons une école de la République, une école laïque, ou bien doit-on aller dans l'enseignement religieux? Très bonne question. Il faut savoir que dans l'enseignement religieux, aujourd'hui, il y a une très grande palette en fonction du niveau de religion. Et on a des plus orthodoxes aux moins orthodoxes. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir une école qui permet, ce qui était le message de l'Alliance, une bonne intégration dans le pays où les Juifs vivaient. Oui. C'était vraiment le message de l'Alliance. Oui, parce que la laïcité à l'école, quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est une liberté de conscience? Oui, c'est une chance, la laïcité, qui permet à tout le monde d'exister. On a cette chance extraordinaire qu'on place les religions au même niveau. Et attention, la laïcité ne veut pas dire l'exclusion des religions. Justement, est-ce que ça ne veut pas dire l'exclusion des religions et est-ce que ça veut plutôt dire l'égalité entre les êtres humains? Égalité et avec les spécificités de chacun. Il n'est pas question de faire des clones de chacun. Je suis également aumônier militaire, mais chez les aumôniers, ou chez les militaires, vous avez une tenue qui est commune, oui, et vous avez des différences en fonction de l'unité, de la base, etc. Oui. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être identique, chacun apporte quelque chose. Et les religions, quand elles sont bien comprises, qu'elles permettent de relier les hommes, eh bien, apportent aux enfants. Oui. Il n'est pas question de les rendre ignares des religions, sinon ils sont vulnérables par Internet ou d'autres vecteurs, ils ne tomberont pas sur des bons. Oui, parce qu'on a quand même l'impression que certains veulent instrumentaliser, j'ai envie de dire, la laïcité pour finalement en faire un concept d'exclusion. Certains veulent le faire, il faut se battre. Par contre, ce que personnellement je suis contre, il existe des écoles qui ne sont pas sous contrat. Et là, j'y suis contre, parce qu'ils n'obéissent pas aux mêmes règles. Oui. Quand on est sous contrat, oui, il y a les matières qu'on appelle les matières classiques et générales, et il y a la spécificité de l'identité religieuse. Et là, on a quelque chose qui permet à chacun de s'intégrer dans un pot commun et avoir une spécificité, une connaissance de sa religion, oui, ou de la religion des autres. Oui, parce qu'en France, il y a quand même eu cet attentat de l'Hyper Cacher. Alors, ce qu'on a très peu dit, c'est qu'en face de l'Hyper Cacher, il y a l'école de l'Alliance, que ces enfants ont été traumatisés par cet attentat, que depuis cet attentat justement dans un supermarché juif, tout a changé au niveau des règles de sécurité, que du jour au lendemain, l'armée est venue surveiller les écoles juives. Est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que finalement, par mesure de sécurité, certains parents ont dit on préfère les écoles de la République? Il n'y a pas eu ce choix des parents.
Je ne pense pas que certains parents, simplement pour des raisons de sécurité, parce que les mesures ont été prises, et puis on a bien vu que ce n'est pas que si les Juifs étaient les premières cibles, elles n'ont pas été les seules. Le Bataclan, il n'y avait pas plus de Juifs ou moins de Juifs, et là, tout le monde a pris conscience que tout le monde est visé, que chaque citoyen français est visé. Oui, mais il y a eu quand même Ozar Hatorah quelques années plus tôt. Il y a eu en 2012, le 19 mars 2012, il y a eu effectivement Ozar Hatorah. C'est pour ça que je dis que les Juifs ont été les premières cibles. Mais aujourd'hui, chaque citoyen français est une cible. Et on a eu aussi bien dans des synagogues que dans des églises, rappelons-nous du prêtre qui a été tué près de Rouen. Et donc chacun peut être une cible potentielle. Et là, les Juifs au contraire ont dit on est dans le même bateau. Au départ, on pensait être les seuls visés sans qu'il y ait une compréhension de la société. Mais à partir du moment où on est dans le même bateau et qu'on lutte ensemble, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas eu ce qu'on pourrait croire, les Juifs ont peur d'aller à l'école juive. Non, les mesures de sécurité ont été prises pour les écoles, des sas de sécurité, des protections, etc., des parents qui protègent un petit peu l'école, qui surveillent. Et donc aujourd'hui, il faut faire attention. Les menaces de terrorisme existent sur chacun. Et il faut être prudent, vigilant, et il faut avoir cette vigilance collective. Oui, une vigilance collective, mais en aucun cas exclure l'école juive. Non, bien sûr que non. Et je pense que c'est quelque chose qui aide au contraire chaque enfant de connaître son identité religieuse, en plus de l'identité générale de la citoyenneté française pleine et entière. Merci beaucoup, Moshe Levy. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes. Si vous voulez nous revoir, cette émission est disponible sur le replay de la chaîne i24news.tv. Restez avec nous. La suite de cette émission sur Charles Netter dans quelques instants. Ce programme vous a été présenté par Huawei. Ce programme vous est présenté par Huawei. Madame, Monsieur, bonjour. Il est né à Strasbourg en 1826 et sans lui, l'État d'Israël serait sans doute différent. Charles Netter, l'un des plus grands mécènes de la fin du 19e siècle, il s'intéresse très vite au sort des Juifs à travers le monde et c'est après l'affaire de Damas en 1840 qu'il va découvrir la vie misérable des Juifs d'Orient. Regardons ensemble les grandes dates qui ont marqué la vie de Charles Netter. Charles Netter voit le jour à Strasbourg le 14 septembre 1826. Descendant d'une longue lignée de rabbins alsaciens, il se consacre aux affaires, d'abord à Lille et à Moscou, puis s'installe à Paris en 1851. L'affaire de Damas en 1840, un épisode de persécution perpétré contre les Juifs de la ville, marque profondément leurs frères occidentaux. Ceux de France, émancipés les premiers, se sentent le devoir impérieux de les aider. C'est dans ce but qu'est créée en 1860 l'Alliance israélite universelle, dont Charles Netter devient l'un des 6 cofondateurs et le trésorier. Cette société vient notamment en aide aux personnes juives, victimes de persécutions antisémites. Délégué de l'Alliance en 1878 au Congrès de Berlin, il lutte en faveur de la reconnaissance des droits politiques pour les Juifs demeurant dans les nouveaux États créés dans les Balkans. 3 ans plus tard, suite au terrible pogrom de Russie, Netter s'engage personnellement dans le soutien des réfugiés fuyant les persécutions. Fervent protecteur de la communauté juive, Charles Netter réclame une protection pour les Juifs du Maroc lors de la conférence de Madrid en 1880. Cependant, son action principale se consacre à l'amélioration de la vie des Juifs en Eretz Israël et au progrès de leurs conditions de vie. C'est ainsi qu'il s'y installe en 1870 où il fonde la même année l'école d'agriculture Mikvé Israël. Il y demeure 3 ans pour superviser les opérations de création, mais se montre déçu du manque d'aptitude que représente la Palestine en général pour intégrer un grand nombre d'immigrants. De ce fait, Netter s'oppose à l'installation d'un nombre élevé de Juifs russes et roumains dans les années 1880. Un an plus tard, il organise l'émigration aux États-Unis de plus de 1500 personnes réfugiées à Brody, en Ukraine. Mais lors d'un second voyage en Eretz Israël en 1882,
Charles Netter révise son opinion. Il rencontre des juifs soviétiques installés à Rishon LeZion et leur conçoit de nombreux projets pour développer l'activité agricole et l'artisanat. Touché par la malaria, Charles Netter meurt à Jaffa le 2 octobre 1882. Un moshav du nom de Kfar Netter lui rend hommage dans la région du Sharon. Georges Bensoussan, historien français, a écrit un ouvrage sur l'Alliance israélite universelle aux éditions Albin Michel. Nous nous sommes retrouvés tous les deux à Mikvé Israël. Ensemble, nous allons ouvrir les pages du livre de la vie de Charles Netter, un personnage qui a œuvré pour l'émancipation des Juifs d'Orient par le biais de l'éducation. Je vous laisse découvrir cet entretien. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir répondu positivement à notre demande d'interview sur i24 News. Alors vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la Shoah. On va rappeler aussi à nos téléspectateurs que vous avez écrit Les territoires perdus de la République en 2002, un titre choc qui avait d'ailleurs été repris par Jacques Chirac. Aujourd'hui, nous sommes à quelques kilomètres de Tel Aviv, à Holon, à Mikvé Israël, parce que vous avez voulu nous parler de Charles Netter. Pourquoi vous avez choisi ce personnage? Pourquoi parler de Charles Netter? Parce que c'est un personnage emblématique de l'Alliance israélite universelle. Et dans l'histoire juive du 19e siècle, vous le retrouvez à plusieurs moments. Quand vous vous intéressez aux Juifs du monde arabe et à l'oppression qu'ils subissent, quand vous vous intéressez aux Juifs qui fuient les pogroms russes en 1880-82, vous rencontrez Charles Netter. Et évidemment, vous le rencontrez au moment de la fondation de l'Alliance en 1860. Mais il y a plus que ça. Charles Netter, c'est un très beau personnage, pas seulement emblématique, comme je l'ai dit, mais un personnage de carrure hugolienne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de philanthrope en lui, de généreux, d'ouvert à l'humanité. On peut dire que c'est un humaniste, oui. Au sens le plus plein du terme. Et d'ailleurs, ses obsèques en 1882 ressemblent étrangement à ce que seront les obsèques de Victor Hugo 3 ans plus tard, en 1885. Oui, en tous les cas, il vous a beaucoup inspiré parce que vous venez d'éditer un livre à son sujet. Voilà, alors comment je suis tombé sur Charles Netter? D'abord en travaillant, il y a déjà plusieurs années, une dizaine d'années, sur les Juifs du monde arabe, le dernier siècle de la présence juive en terre arabe du Maroc à l'Irak. Et donc la présence de Netter, forcément, vous la rencontrez à tous les moments. Et ensuite, à partir des archives relatives à ces Juifs du monde arabe, forcément, vous tombez sur les archives de l'Alliance, qui sont un trésor fabuleux, donc sur l'institution de l'Alliance. Et Charles Netter est un personnage central, dans non pas tellement dans le fonctionnement de l'Alliance, mais dans la fondation de l'Alliance. Parce qu'il est, et c'est ça qui est intéressant, il est représentatif de cette couche nouvelle de la bourgeoisie juive, née de l'émancipation de 1791. Il est né, il faut le rappeler, en 1826 à Strasbourg, à Strasbourg, de rabbins alsaciens. Oui. À l'époque, le judaïsme alsacien, c'est 80% du judaïsme français. Et cet homme va participer à tous les grands courants intellectuels de la vie politique française de la première moitié du 19e siècle. Il participe avec d'autres qu'on va retrouver parmi les fondateurs de l'Alliance au grand courant saint-simonien. Il participe à la Révolution de 1848, il a 22 ans en 1848, il en est profondément imprégné. C'est-à-dire que les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice, d'universalisme démocratique, il les porte en lui, sont les grands idéaux de la Révolution française. Alors donc, il est né en 1826, c'est en 1851 qu'il s'installe à Paris. Et ce qui va le faire vraiment bouger, c'est cette affaire de Damas en 1840 où il se rend compte, il prend conscience de la vie misérable des Juifs d'Orient. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, à l'affaire de Damas, il est adolescent, mais il suit déjà l'actualité. C'est un adolescent, on dirait aujourd'hui, très politisé. Il n'a que 14 ans, c'est vrai, mais il est impressionné, comme toute une partie de sa génération, de Juifs français, mais de Juifs d'Europe d'ailleurs en règle générale, plutôt éclairés, on va dire, par l'affaire de Damas, qui est une affaire épouvantable, où les Juifs de Damas sont accusés d'un crime rituel par le monde chrétien de l'époque, incarcérés. Des 9 notables juifs meurent sous la torture. Et c'est l'intervention de Crémieux, de Montefiore, de Salomon Munk, qui font partie des... Salomon Munk, c'est l'un des grands érudits allemands qui a fait sa carrière en France, parce qu'en Allemagne, il est interdit de carrière du fait de sa judéité, qui vont, en intervenant directement au Caire auprès de Muhammad Ali, obtenir la libération et puis finalement la grâce des Juifs emprisonnés. Qu'est-ce que dit l'affaire de Damas? Elle dit que la condition des Juifs d'Orient est une condition abominable. Elle est atroce et il faut y remédier. Alors l'affaire de Damas va jouer un rôle. Il y a d'autres affaires également qui vont jouer un rôle dans la prise de conscience du jeune Netter. Parce que les Juifs de France, finalement, c'est les premiers à avoir été émancipés. Tout à fait. Est-ce qu'ils ne se sentaient pas un petit peu redevables à ces Juifs d'Orient qui étaient complètement déshérités? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ils ont une sorte de dette morale. Et ces Juifs d'Orient, ils les découvrent avec l'affaire de Damas. Il les découvre également lorsque Montefiore, le grand philanthrope juif anglais, part au Maroc en 1865.
et découvre également la condition abominable des juifs marocains. Et évidemment, le judaïsme anglais qui commence sur la voie de l'émancipation et le judaïsme français sont en très étroite relation. Et donc ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en France, ça circule, si vous voulez, d'un bord à l'autre de la Manche. Et donc le judaïsme français prend conscience à un moment donné que si on veut aider les Juifs d'Orient à sortir de la misère de la condition de dhimmi, parce que c'est ça qui est au centre, hein, même s'il y a des nuances à apporter sur la condition de dhimmi selon les lieux oui, et ils veulent selon les sortir de l'oppression. Absolument. Et lui, il pense que pour les sortir de l'oppression, ça va être par une chose, la culture et l'éducation. Tout à fait, c'est par l'éducation d'abord. Il n'est pas le seul à le penser, en fait, c'est toute la génération de cette bourgeoisie instruite française dans la ligne de la Révolution qui le pense. J'ai cité Victor Hugo tout à l'heure, c'est la même chose. Vous connaissez la phrase de Victor Hugo, ouvrez une école, fermez une prison. Bon, ça signifie ça. Et donc ces hommes, ces futurs fondateurs de l'Alliance, ils seront 6, très exactement, à rédiger le manifeste fondateur, dont Charles Netter, dans son propre appartement. Et lui n'est pas enseignant par contre. Il n'est pas enseignant, il est un homme intellectuel au sens propre du terme. Alors avant tout, il voulait les protéger de l'oppression, mais il n'y avait qu'un seul moyen pour lui, c'était l'éducation et la culture, pour s'élever dans l'échelle sociale. Pour lui et pour les autres fondateurs. C'est-à-dire que très tôt, quand il crée l'Alliance israélite universelle, ils veulent créer une association pour venir en aide aux Juifs persécutés en tant que tels dans le monde. C'est les Juifs d'Orient, mais c'est les Juifs de Roumanie, c'est les Juifs de Russie. Et très vite, ils constatent dès les années 1861-1862 qu'il n'y a pas d'autre moyen que de créer des écoles. Comment créer des écoles ? Ça sera toute une épopée, évidemment, que la création du réseau scolaire de l'Alliance, mais il faut insister sur le fait que cette idée de créer des écoles, c'est une idée propre à toute la bourgeoisie cultivée, qu'on dira républicaine, universaliste, dans la lignée de la Révolution française, dont Hugo, je parlais de lui tout à l'heure, est un très bon exemple, qui estime que plus on fera progresser l'éducation, plus on fera régresser la délinquance, la misère sociale, la prostitution, l'alcoolisme. Donc Netter est au diapason. Et alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que parmi les 6 fondateurs qui rédigent le manifeste de création de l'Alliance en 1860, qui se passe dans son appartement parisien. Justement, en 1859, les premières réunions ont lieu dans son appartement parisien. C'est le seul à ne pas être finalement un enseignant. Un intellectuel, je dirais, vous avez raison, un intellectuel. Et la réunion de fondation, après les premières réunions préparatoires dont vous parlez, a lieu le 17 mai 1860 dans son appartement parisien. Donc un an plus tard. Ils sont 17 et il charge une commission de 6 personnes, dont lui-même, de rédiger le manifeste fondateur. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que les 5 autres sont des intellectuels au sens moderne du terme, même si le mot à l'époque n'existe pas. Je rappelle par exemple que Astruc est rabbin, Isidore Cahen est agrégé de philosophie, Jules Carvalho est ingénieur des ponts et chaussées, etc. Oui, alors c'est pas la première chose qui va faire l'Alliance, puisque déjà en 1865, il crée une société pour la sauvegarde des droits des travailleurs et un foyer pour les ouvriers pauvres en 1880. Donc il est parti, là, il ne s'arrête plus. Hein. Tout à fait. Il y a une dimension philanthropique chez Netter, mais qui est en fait une dimension sociale et déjà politique. Ça n'est pas seulement de la philanthropie au sens caritatif à l'ancienne. Il a déjà un engagement social et politique très marqué. D'ailleurs, on en parlera peut-être un moment à propos de son proto-sionisme ou de son crypto-sionisme, je ne sais pas comment il faudrait dire. Parce que déjà, on va y venir. Attendez, je vais quand même nuancer le propos, mais en même temps, vous avez raison sur le fond. Bon, et ça va détruire la légende d'une alliance qui a été d'emblée antisioniste, même si massivement elle l'a été. Avec Netter, c'est plus compliqué que ça. Mais avant la création de l'Alliance en 1860, en 1859 par exemple, ou dans les années 50, il est trésorier d'une association des jeunes garçons israélites pour l'apprentissage. Donc effectivement, il y a chez lui un engagement tout à fait cohérent dans la promotion des œuvres sociales pour l'émancipation des classes populaires. Oui, 1878, au Congrès de Berlin, il lutte en faveur de la reconnaissance des droits politiques des Juifs demeurant dans les nouveaux États créés par les Balkans. Oui, en particulier la Roumanie. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Alliance d'emblée, parce qu'il est envoyé par l'Alliance au Congrès de Berlin, comme il est envoyé par l'Alliance 2 ans plus tard à la conférence de Madrid, l'Alliance d'emblée, qui se veut une sorte de représentation politique des Juifs à une époque où il n'y a qu'une représentation religieuse, qui est le consistoire, l'Alliance d'emblée veut avoir un rôle diplomatique international pour protéger les Juifs où qu'ils soient. Et c'est très intéressant qu'ils vont tenter de faire valoir les droits des Juifs de Roumanie. Ils n'y arriveront pas d'ailleurs. Hein. Ce seront les Juifs parmi les plus lésés de toute l'Europe jusqu'à la Révolution, jusqu'à la Première Guerre mondiale, pardon. Et idem en ce qui concerne la conférence de Madrid. Ça, c'est en 1880. Et là, il réclame les droits des Juifs du Maroc. Parce qu'effectivement, les Juifs du Maroc, les Juifs marocains sont très largement lésés. Et avec la conférence de Madrid, ils n'arriveront pas plus. Finalement, l'action diplomatique de l'Alliance ne porte pas beaucoup de fruits parce que l'Alliance n'a pas le moyen de pression
que peut avoir n'importe quel État, bien sûr. Alors cependant, son action essentielle fut consacrée à l'amélioration de la vie des Juifs en Palestine et au progrès de leurs conditions d'existence dans ce pays au moyen de la pratique de l'agriculture. C'est l'ancêtre du kibbutz. C'est-à-dire que chez les fondateurs de l'Alliance, il y a cette idée qu'il faut rendre les Juifs productifs, utiles, pour les sortir en particulier en Terre Sainte, en Palestine, sous juridiction ottomane, les sortir de la mendicité, c'est-à-dire la pratique de la Chalouka, c'est-à-dire les dons récoltés dans le monde entier pour venir au secours des Juifs de Palestine. Or, effectivement, sur les 13 000 Juifs qui vivent en Palestine vers 1870, Netter, qui vient là en 1867 et encore en 1868, Netter constate que 15% seulement ont un emploi au sens propre du terme. Les autres vivent de la mendicité. Le but, c'est vrai pour la Palestine, mais c'est vrai pour les Juifs du monde entier qu'ils vont essayer de mettre sur les rails de l'émancipation, c'est de leur donner un métier, de les rendre utiles à la société, de les sortir de la misère et progressivement, par l'école, d'aider à la promotion sociale. Pour ce retour en Palestine, il s'est quand même grandement inspiré de ce rabbin russe, Kalischer, qui avait beaucoup écrit sur ça. Tout à fait. En fait, il est influencé, lui comme d'autres, mais peut-être lui plus que d'autres. Et c'est en cela qu'il est un proto-sioniste. Il est influencé par les écrits d'Al-Khalai, qu'on peut considérer comme l'un des premiers rabbins proto-sionistes, rabbin de Sarajevo, de Kalischer, qui lui vient de Prusse orientale, et aussi du rabbin hongrois Natonek. Parce que Natonek, il l'a rencontré. Joseph Natonek est l'un des 3 précurseurs rabbiniques, je dirais, du pressionnisme. Il est venu à Paris en 1866, il a rencontré le comité central de l'Alliance, et c'est à la suite de la visite de Natonek que l'Alliance décide d'envoyer Netter en Terre Sainte pour une mission d'exploration, pour voir si l'on pourrait ou non y créer une école, précisément. Et Netter vient à 2 reprises, en 1867 et en 1868, et la deuxième visite de Netter est très émouvante. Il faut absolument lire ce qu'il écrit dans ses souvenirs de sa conférence. Ce n'est pas une conférence d'ailleurs, c'est une réunion publique à Jérusalem le 3 août 1868. C'est déchirant, c'est émouvant, parce que là, il constate, et il le dit au comité de l'Alliance à son retour à Paris, lorsqu'il a fini de rédiger son rapport début 1869, aucun des Juifs de Palestine n'est venu lui demander l'aumône, ils sont tous venus lui demander du travail. C'est de là que naît l'école agricole de Mikvé Israël où nous sommes aujourd'hui. Oui, alors vous parliez de 1867, c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi que Netter présente au bureau de l'Alliance israélite un projet d'assistance aux Juifs perses et d'autres pays orientaux afin qu'ils montent en Israël, et il prétend qu'il allait les installer dans des villages qu'il fonderait pour eux. Tout à fait. Et là, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, il y a réellement une dimension proto-sioniste chez Netter, et lorsqu'il présente son projet en 1869 à l'Alliance de fondation d'une ferme-école qui s'appellera plus tard Mikvé Israël, d'ailleurs le nom est trouvé par lui-même, il dit, il faut lire entre les lignes, il dit à un moment donné, et il faudra écouter ce qu'il dit à ce moment-là, il dit « Pourquoi ne pas rêver au retour des enfants d'Israël sur la terre de leurs ancêtres ?» Il le dit clairement. Si ça n'est pas une proclamation de foi sioniste, alors on ne comprend pas le sens des mots. Et alors, ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il est isolé. Parce que l'Alliance, elle, n'a qu'un but caritatif en Terre Sainte. Oui. Il s'agit d'aider les Juifs à sortir de la misère, de leur donner un métier, de les rendre productifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Rien d'autre. Il n'y a aucune vue nationale, et pour cause. Les fondateurs de l'Alliance, comme le judaïsme français émancipé depuis 1791, est un judaïsme qui se veut profondément français, qui n'a aucune vision politique au sens d'un peuple dans le peuple, si vous voulez. Il se veut une confession juive à l'intérieur du peuple français. Donc il n'y a pas du tout de visée nationale. Alors il vient en Israël, il recommande justement de créer cette école, un lycée agricole, avec donc des diplômés qui pourront vivre à l'intérieur de ce cercle, de ce poumon vert, j'ai envie de dire. Quand la proposition est approuvée, là il part pour Constantinople en 1869 et il reçoit l'approbation du grand vizir. Tout à fait. Alors il rencontre, avant ce voyage de 1869 qui est fondateur, il rencontre l'ambassadeur ottoman à Paris, il lui demande un certain nombre de concessions, entre autres la libération de l'impôt durant 10 ans, l'exonération d'impôt durant 10 ans, enfin bref, l'Alliance n'a pas les moyens. Et il obtient le feu vert de l'ambassadeur ottoman, puis il se rend, vous l'avez dit, à Constantinople, le grand vizir lui donne un deuxième feu vert et il arrive en Palestine. Et là, effectivement, mandaté par l'Alliance et avec toutes les autorisations dûment accordé par l'autorité ottomane, il achète un domaine de 240 hectares au sud de la grande ville arabe de Jaffa. Je rappelle que Jaffa est la plus grande ville arabe de Palestine de l'époque, à côté d'un village arabe qui s'appelle Yazour, 240 hectares qu'il loue
pardon, j'ai dit qu'il achète, qu'il loue pour un loyer annuel de 1700 francs. Alors 1700 francs, ça ne dit rien à nos auditeurs, téléspectateurs d'aujourd'hui. Ça représente un an et demi de salaire d'un très bon ouvrier en France à la même époque. Bon, donc c'est cher. Non, c'est cher pour la France. C'est relativement, c'est cher pardon pour Israël, pour l'Empire ottoman, oui, disons. Oui. C'est relativement modeste encore pour le budget français. Donc 1700 francs, ça n'est pas très cher. Il le loue, mais pour quelle durée? Pour une durée indéfinie. Oui. Et là, effectivement, à partir de 71, 72, 73, ils vont lancer le projet qui a beaucoup de mal à démarrer parce qu'il manque chroniquement d'argent et à plusieurs reprises l'Alliance est tentée d'arrêter et finalement à force de persuasion, Netter finit par les convaincre d'investir malgré tout dans ce projet, de former de jeunes Palestiniens ou même de jeunes Juifs envoyés d'ailleurs s'initier à l'agriculture ici. Mais alors, il y a quand même une question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Mikvé Israël? Alors justement, ça veut dire l'espoir d'Israël, hein, c'est bien ça? C'est l'espérance d'Israël. Et c'est tiré du livre de Jérémie. Tout à fait, c'est tiré de la Bible et on voit bien d'ailleurs que Netter, qui vient d'une lignée de rabbins alsaciens, qui est lui-même fils de rabbin, Netter est profondément imprégné, comme d'ailleurs toute cette génération, de Torah et qu'il connaît parfaitement, alors, je dirais, ses classiques bibliques. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première localité agricole des temps modernes? C'est le premier lycée agricole tout court, ça c'est vrai. C'est la première grande école d'agriculture, d'ailleurs l'Alliance en créera deux autres un peu plus tard qui marcheront moins bien, puisque Mikvé existe toujours. Et Mikvé, Israël qui a eu un destin fabuleux, dont Ben Gurion d'ailleurs en 1960, en 1970, pardon, au moment du centenaire de Mikvé, a rendu un très grand hommage à Mikvé en disant c'est là qu'a été formée la pépinière de ceux qui formeront les Yishuvim, c'est-à-dire les implantations d'Israël. Je voudrais quand même rappeler ce chiffre. Entre 1870 et 1920, durant les 50 premières années d'existence de Mikvé, ils n'ont formé que 505 jeunes agriculteurs. C'est peu. On pourrait penser à un échec, non. Parce que ces 505-là sont allés ensuite former jeter les bases de plus de 300 implantations agricoles. Donc c'est une réussite, Mikvé. Oui, parce qu'il a été déçu, lui, à un moment donné, justement, du peu de succès rencontré par Mikvé Israël et du manque d'aptitude que représentait la Palestine, en général, pour intégrer un grand nombre d'immigrants. C'est pourquoi il exprima son opposition à un moment donné à l'installation d'un grand nombre de juifs russes et romains dans les années 80 et il a recherché pour eux des opportunités d'émigration aux États-Unis et dans d'autres pays. Tout à fait. Il a douté. Non, je ne dirais pas qu'il a douté, je dirais qu'il était conscient des difficultés d'intégration ici de Mikvé. Mikvé, ça n'est pas le Mikvé de l'époque, ce n'est pas le Mikvé d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce paysage quasi paradisiaque avec une telle végétation. C'est un paysage écrasé de soleil, où il y a encore très peu de végétation, où la malaria sévit. D'ailleurs, lui-même en mourra en octobre 1882 de la malaria. Les conditions sont infiniment plus difficiles que tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Il faut se remettre ça en vigueur. Et donc, lorsqu'il est confronté à l'urgence des Juifs russes qui fuient les pogroms dans la ville de Brody en 1880-82, il doit trouver une solution pratique, pragmatique. Et il envoie 1500 jeunes Juifs aux États-Unis, comme il envisage évidemment de les envoyer encore ailleurs. Mais il en envoie aussi quelques-uns à Mikvé. Bon, donc à aucun moment il ne doute de Mikvé. Il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais renoncé, il ne doute pas de Mikvé, il s'accroche. D'ailleurs, c'est ici qu'il mourra, c'est ici qu'il reviendra à plusieurs reprises, c'est ici qu'il s'investira. Et d'ailleurs, il sera durant la décennie où il dirigera Mikvé, 1870-82, puisqu'il est mort jeune à 56 ans, il sera l'homme clé de Mikvé. Il faut lire aux archives sionistes. Parce que la correspondance de Charles Netter est déposée aux archives sionistes à Jérusalem. Il faut lire la correspondance qu'il a reçue. C'est très émouvant parce qu'il est l'homme clé vers lequel toutes les misères du monde s'adressent. Toutes les misères de la Terre sainte de l'époque s'adressent en disant « Monsieur Netter, nous vous envoyons ici un blanchisseur qui a 6 enfants, dont la femme est très malade, etc. » Je vous passe les détails. C'est très très intéressant de savoir combien il était l'homme ressource, l'homme clé, qui a été, quand je disais tout à l'heure que c'est un personnage hugolien, vous savez qu'Hugo a demandé l'enterrement des pauvres. Oui. Eh bien, Charles Netter a fait la même chose. Il a demandé à n'avoir que des funérailles de 3e classe et que l'argent qui serait économisé par rapport aux funérailles de 1re classe soit distribué aux pauvres. Bon, il a quand même eu des funérailles incroyables. Oui, bien sûr. Comparables à celles d'Hugo. À certains égards, oui, c'est un personnage dont on mesurera la grandeur après, tandis qu'Hugo a été reconnu évidemment de son vivant.
qu'il a arrêté de douter? C'était en 1882 et c'était en fait sans doute sous l'influence de Rothschild, non? Alors, il va croiser la route d'Edmond Rothschild, le fameux bienfaiteur inconnu, Anadi Vayadoua. Il va croiser la route de Rothschild en 81-82 parce que les établissements de la première Aliyah vont très vite piétiner, comme Mikvé d'ailleurs piétine également sur le plan financier, et sans l'aide du baron Edmond Rothschild et Mikvé et les établissements de la première Aliyah qui commencent avec les juifs yéménites, les juifs roumains et les juifs russes en 81-82, dont Rishon LeZion, qui porte bien son nom. Justement, pour cela, il y avait beaucoup de Russes d'ailleurs. Hein, énormément. Bon. De Roumains et de Russes, mais aussi de Yéménites à Rishon LeZion, eh bien, sans l'aide du baron Edmond Rothschild, ces établissements, y compris Mikvé, n'auraient pas pu survivre financièrement. Mais leur collaboration a été très brève, puisque, je l'ai dit, Charles Netter meurt en octobre 1882. Qu'est-ce qu'il a développé pour finalement faire progresser l'agriculture ici en Israël? Il a fait appel à des agronomes français, à des ingénieurs agricoles français, tout comme d'ailleurs le baron Edmond Rothschild enverra ici un certain nombre d'agronomes français, mais formés à l'agriculture en Algérie, pour essayer d'adapter les techniques agricoles, l'apprentissage agricole au climat local, aux terres locales, etc. Donc il aura à plusieurs moments douté parce que la tâche est immense, encore une fois dans des conditions très difficiles, mais il reste fidèle à sa ligne, il faut créer une école professionnelle pour sortir les Juifs de la misère, avec quand même cette idée sous-jacente chez lui et peut-être également chez Edmond Rothschild, là c'est plus problématique encore, qu'il y a peut-être là les germes d'une renaissance nationale. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Charles Netter en Israël? Énormément de choses. D'abord, il y a un moshav qui s'appelle Kfar Netter dans la plaine centrale d'Israël. Il y a une postérité extraordinaire, d'abord l'hommage que lui a rendu David Ben Gurion. Il y a le fait que, lui-même n'a pas eu d'enfant, mais il y a le fait que son neveu, Jules Arnold Netter, grand professeur de médecine et médecin-chef à l'hôpital Trousseau, a dirigé l'Alliance longtemps après la mort de l'oncle, en 1935-1936. Il est mort en plein exercice de son mandat en 1936. Donc la postérité aujourd'hui lui reconnaît et lui reconnaîtra, je crois, de plus en plus d'importance parce qu'il est l'un des rares fondateurs de l'Alliance à avoir eu une vision carrément proto-nationale. Oui. Donc ici, le fait d'être à Mikvé Israël, pour vous, ça représente quoi? Mais c'est très symbolique parce que je pense que si renaissance nationale il y a eu, c'est peut-être d'ici qu'elle est partie. Merci Georges Bensoussan. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre avec l'histoire et la découverte. Ce programme vous a été présenté par Huawei.